Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, consultation nationale autour du projet M300, un projet pour l'électrification de 300 millions de ménages en Afrique. En Guinée, la cérémonie est pilotée par le Premier ministre chef du gouvernement. Vulgarisation de la nouvelle constitution, une sensibilisation à l'intention des travailleurs du ministère de l'Information et de la Communication s'est tenue dans les locaux de la RTG. Le ministre demande aux travailleurs de s'approprier du contenu du document. Protection de l'environnement, les acteurs de la filière bois évaluent le développement de certaines forêts réalisées dans l'arrière-pays. Une mission était en forêt et en Haute-Guinée. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Conakry, le secteur privé et les parties prenantes du domaine de l'énergie se mobilisent autour du projet M300, un projet ambitieux soutenu par la Banque mondiale qui vise à électrifier 300 millions de ménages en Afrique d'ici 2030. Le Premier ministre a présidé la cérémonie de lancement des consultations nationales ici à Conakry. Reportage Ousmane Bangoura. Des lignes à haute tension au système solaire en passant par les centrales hybrides. La Guinée veut franchir un cap décisif en matière d'accès à l'électricité. À l'image de plusieurs pays africains, elle s'inscrit dans le projet M300, une initiative panafricaine soutenue par la Banque mondiale. Objectif, électrifier 300 millions de ménages à l'horizon 2030. Aujourd'hui, force est de constater, malgré les efforts fournis, il y a encore nos concitoyens qui n'ont pas accès à l'électricité. Et le travail qui est amorcé, c'est vraiment de faire de ça une réalité et de continuer dans la vision globale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin que tous les Guinéens puissent profiter des avantages et des retombées de ce que la Guinée a à disposition. Experts nationaux et internationaux, partenaires techniques et financiers, acteurs privés et institutionnels, tous ont répondu présents. Ensemble, ils ont réfléchi aux meilleures stratégies pour atteindre les objectifs du projet M300. Cette ambition se traduit déjà par des actions concrètes, comme en témoigne l'approbation récente par le groupe de la Banque mondiale d'un financement de 132 millions. Pour la phase 2 du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité, avec un financement global de 272 millions en gros qui implique la BI et les capitaux privés. Ces consultations du secteur privé et des parties prenantes ont été lancées sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Un cadre d'échange pour recueillir les avis, recommandations et besoins spécifiques en matière d'électrification inclusive et durable. L'accès à l'énergie est fondamental. Notre politique d'industrialisation, même pour les PME, PMI, pour le développement d'un tissu industriel de transformation des produits agricoles, ne pourra pas se faire sans une capacité régulière de permettre aux ménages, aux entreprises d'accéder à l'électricité. Donc, notre volonté de transformation économique ne pourra pas être sans, disons, un regard soutenu, attentif, exigeant par rapport à l'écosystème énergétique. L'État fait sa part, mais ce sont de nouvelles opportunités de se faire de l'argent. Mesdames et messieurs les investisseurs, ceux qui ont de l'épargne, faisons en sorte que le secteur soit attractif, rentable. À travers ces consultations nationales, la Guinée engage un dialogue structurant avec les acteurs du secteur pour bâtir un avenir énergétique durable, inclusif et équitable. Grâce à des solutions renouvelables et accessibles, chaque citoyen, quel que soit son lieu.
70 auditeurs en finances publiques vont passer des stages pratiques dans les différents services centraux et déconcentrés du pays. Avant leur déploiement, ils ont conféré avec le ministre de l'économie et des finances. Mourana Soumane a profité pour donner des orientations et prodiguer des conseils à ses agents de l'administration économique. Compte rendu, Mamadi Gassama. Après les cours théoriques, les 70 auditeurs en finances publiques sont appelés à suivre des stages pratiques d'1 mois dans les services centraux et déconcentrés du pays. Mais bien avant leur départ, une mise au point s'avère nécessaire. Il est prévu qu'ils partent donc pour faire deux semaines de stages pratiques dans les différentes préfectures du pays et 2 semaines de stages au niveau des départements ministériels. Dans ce cadre, nous sommes venus rencontrer M. le ministre de l'économie et des finances pour recevoir ces orientations avant le départ des stagiaires en préfecture. L'enjeu de ce programme est de permettre aux stagiaires de participer activement à la réalisation du service public local par la mise en pratique des connaissances acquises au centre de formation en finances publiques. C'est une tendance qui s'inscrit dans le cadre d'un programme global que nous appelons Simando Academy. Simando Academy, qui est aussi une innovation majeure de la gestion du président Mamadi Doumbouya, qui cherche à faire de la Guinée un hub où des compétences peuvent être développées et qui puissent être également exportées. Pour le premier ministre-chef du gouvernement, ce renforcement de capacité des agents se révèle comme un challenge à l'aune du programme Simandou. Notre responsabilité à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que vous trouviez, lorsque vous allez être effectivement dans le circuit de gestion des finances publiques de ce pays, disons dans de meilleures conditions pour maintenant travailler pour le développement de ce pays. Je vous souhaite bonne chance. Depuis quelques années, les autorités guinéennes s'inscrivent dans la logique de performer l'économie du pays. Pour gagner ce pari, elles entendent faire de la formation un élément primordial dans le processus de développement de notre pays. Vulgarisation du projet de nouvelle constitution au ministère de l'Information et de la Communication. Les autorités souhaitent que tous les travailleurs s'approprient le contenu du document. Une grande séance d'explication du projet a eu lieu hier mercredi dans les locaux de la RTG. Reportage Tierno Ousmane Diallo. À peine de retour d'une mission à l'intérieur du pays dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le ministre de l'Information et de la Communication enchaîne les rencontres pour toujours mobiliser les médias autour de la vulgarisation du document. Au grand plateau de la RTG, travailleurs de ce média et des autres directions du département répondent à l'invitation du ministre Fana Souman pour découvrir l'esprit du projet de nouvelle constitution, les innovations apportées et lever toutes les nuances à l'issue d'une présentation du conseiller juridique du ministère de l'Information et de la Communication. Ce projet de nouvelle constitution apporte un équilibre politique, un équilibre social, mais surtout un équilibre économique, parce qu'à travers ce projet, nous voulons construire une société juste, équitable et basée sur les principes de gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques. Donc il était important d'adopter cette pédagogie-là pour amener les uns et les autres à comprendre le contenu et à prendre la décision qui s'y est le moment venu. La mobilisation des hommes de médias pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution va permettre de toucher les populations avec plus d'efficacité. Avec cette rencontre, le ministère de l'Information et de la Communication réaffirme sa volonté de faire en sorte que le projet de nouvelle constitution soit donc compris par tous, sans exclusion, à travers les médias. Nous mesurons à sa juste valeur cette rencontre car nous savons que nous sommes dans une phase décisive de la transition, une phase décisive dans la démocratisation. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Qui est mieux placé pour le faire si ce n'est que nous, les acteurs de l'information et de la communication? Voilà pourquoi cette rencontre a une grande valeur qui nous permet aujourd'hui de prendre, nous, connaissance de ce document qui est si important pour la nation, mais aussi à nous autres de le vulgariser
de l'expliquer et de le faire comprendre aux citoyens. Vous devez comprendre que ce projet de nouvelle constitution, si adopté au soir du 21 septembre 2025, sera la norme suprême qui régira la vie de l'ensemble des Guinéens et de ceux qui vivront sur l'ensemble du territoire national. D'où la nécessité pour nous tous, hommes de médias, de connaître le contenu du texte afin de permettre aux citoyens de faire un choix utile entre le oui et le non le jour du vote référendaire du 21 septembre prochain. Nous ne sommes pas encore en campagne référendaire. Nous sommes à l'étape de vulgarisation du contenu du projet de nouvelle constitution. Cette étape doit nous pousser, nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, de chercher à comprendre les différents articles en vue de leur traduire et leur expliquer dans nos différentes langues nationales et dans nos différentes familles. Il est donc question de vulgarisation. Et qui est mieux placé que nous, hommes et femmes de médias, publics et privés, pour assurer la vulgarisation? Quand les autres cadres véhiculent des messages, c'est l'intention d'un public restreint. Mais quand nous, les journalistes, nous parlons au micro, quand nous écrivons dans les colonnes de nos journaux et nos sites, nous touchons combien de personnes? Nul ne saurait répondre à cette question. Alors, mobilisons notre énergie pour faire de cette campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution une véritable réussite. Déjà mobilisés depuis le début des opérations de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, les travailleurs du ministère de l'Information et de la Communication se voient galvanisés davantage avec une meilleure compréhension des enjeux et du contenu du document. Nous déjà, travailleurs de la RTG, saluons avec grand intérêt cette démarche participative de Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication au sujet de cette nouvelle constitution. Ce projet de nouvelle constitution est le produit du peuple de Guinée et pour le peuple de Guinée. Donc il était important pour Monsieur le ministre de venir vers nous, travailleurs et travailleuses, surtout nous qui avons, n'est-ce pas, la charge de vulgariser son contenu. Le message est clair, c'est que nous devons servir de courroie de transmission des bonnes informations, des bons articles qui sont dans ce projet de nouvelle constitution à l'endroit de la population. Avant cette rencontre, une séance de vulgarisation avait eu lieu avec les cadres du département. Le ministre Fana Souman entend impliquer tous les acteurs de la presse et plus globalement du monde de la communication, mettant ainsi en marche la stratégie du département dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Remaniement ministériel, 5 nouvelles figures viennent renforcer l'équipe gouvernementale, parmi lesquelles Fassou Théa, nommé ministre de la Pêche et de l'économie numérique. Fort de son expérience de plus de 15 ans dans l'administration publique, M. Théa se dit très engagé pour le rayonnement de ce département. Algassimouba. Fassou Théa, nouveau visage du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Jusque-là, en service à la primature, M. Théa est loin d'être un novice dans l'administration publique. Expert bilingue en environnement, diplomatie multilatérale et développement durable, mais aussi en négociation internationale et planification stratégique. Il occupait récemment le poste de conseiller en charge de l'environnement et du développement durable et de l'assainissement à la primature. Fassou Théa est titulaire des Master Track en sciences de durabilité, Master en management de l'environnement et du développement durable et détient un certificat en conception et mise en œuvre des politiques publiques de l'université Harvard aux États-Unis. Avant tout d'abord, je voulais exprimer toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État qui a bien voulu renouveler sa confiance en moi en me nommant comme un ministre de la République. Nous allons nous mettre à l'œuvre pour mériter cette confiance qui a été encore renouvelée de façon high.
La nomination de Fassou Teya comme ministre de la Pêche et de l'économie maritime survient dans un contexte où ce secteur reste l'un des piliers du développement économique national. Je me dis, les ovations que j'ai reçues, les encouragements, les appels que j'ai reçus des amis, des parents, ces appels se transforment en charge sur ma tête qui me disent qu'est-ce que je vais faire pour faire avancer le pays. En ce sens que je ne vais pas là-bas pour m'amuser, mais je vais pour avancer le pays. Je vais pour aider les autorités à atteindre leurs objectifs. Fassou Teya arrive à la tête d'un ministère stratégique dans un pays à forte vocation halieutique avec une solide expérience de terrain et de gestion. Ce choix traduit une volonté manifeste de donner un nouveau souffle à un secteur stratégique pour le développement national. Fassou Teya, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Gestion de la commande publique en Guinée. Une plateforme digitale est désormais mise en place. Télémo, fruit d'un échange d'expériences entre la Guinée et le Rwanda, vient d'être présenté aux parties prenantes à Conakry. La dématérialisation de la gestion des marchés publics vient promouvoir la transparence, la réduction des délais de traitement des dossiers et la sécurisation des achats de l'État. Reportage Mamadi Ternakamisoko. C'est une transformation majeure qui touche un secteur particulièrement sensible, celui de la commande publique. Télémo est le nouveau portail électronique qui vient dématérialiser entièrement la gestion des marchés publics en République de Guinée. Officiellement présentée aux parties prenantes, cette plateforme s'impose comme un levier de transparence en cohérence avec le programme de modernisation de l'administration publique. La digitalisation des marchés publics constitue une évolution, voire même une révolution dans notre manière de travailler, en favorisant la simplification des processus, la réduction des risques. Ce programme incarne une vision d'un service public moderne en permettant une gestion intégrée. La dématérialisation consiste à remplacer les échanges et documents physiques, c'est-à-dire papier, par des supports électroniques, tout au long de la procédure de passation de marché public. Elle permettra une amélioration de la transparence, c'est-à-dire la lutte contre la corruption et le favoritisme. Fruit de la coopération bilatérale et d'un partage d'expériences entre la Guinée et le Rwanda, Télémo est animé par une équipe projet composée majoritairement de Guinéens sous la supervision de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. La direction générale du contrôle des marchés publics est associée pour la mise en œuvre de cette plateforme parce que nous tenons à ce que dans la mise en place de cette plateforme, les dispositions du Code des marchés publics soient respectées. Ça va nous permettre, nous PRMP, nous acteurs de la commande publique, de raccourcir les délais de traitement des dossiers, de créer une traçabilité au niveau du traitement des dossiers, de sécuriser le travail de passation des marchés publics. En attendant le déploiement à grande échelle de la plateforme, les acteurs concernés s'approprient progressivement l'outil. Télémo s'inscrit pleinement dans l'écosystème de la commande publique, un secteur stratégique compte tenu du poids considérable des achats publics dans le budget de l'État. Au ministère de l'Enseignement supérieur, les réformes se poursuivent à tous les niveaux. Cette fois, c'est au tour des inspecteurs du département de renforcer leurs compétences en audit et contrôle. Mounir Bari, Mamadou Saliouba. Investis de la lourde mission de supervision, d'audit et de conseil, ces inspecteurs veulent jouer pleinement leur rôle dans un département en pleine réforme. Durant cette session de 3 semaines, animée par ce spécialiste burkinabé, ces inspecteurs ont abordé des thèmes clés comme la planification d'une mission d'inspection et le suivi des recommandations issues d'une inspection. On voudrait être outillé davantage, outillé au métier de contrôleur, être vraiment en conformité avec les normes sous-régionales et internationales. Nous avons beaucoup de réformes au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Notre souhait est que ces réformes-là soient accompagnées par des inspecteurs dynamiques. Donc c'est pourquoi nous avons en fait décidé de renforcer
les capacités de ces inspecteurs à travers cet atelier. Dans un contexte de qualification des services et de moralisation de la gestion des biens publics, ces inspecteurs sont plus que jamais les gardiens de la conformité du travail aux normes en vigueur. Cette formation est un relais qui vient appuyer ce qu'on a fait depuis les 3 dernières années dans notre pays. Nous les encourageons à prendre les résultats de cette formation pour les appliquer sur le terrain. Les acteurs étaient engagés et ils ont été réellement outillés. Et je pense qu'ils pourront mettre ça en application sur le terrain. Et s'ils le font réellement, je pense que beaucoup de choses vont évoluer et ce sera une bonne chose pour le ministère qui va en tout cas voir son patrimoine sauvegardé davantage. Avec les nouvelles connaissances acquises, ces inspecteurs du ministère de l'Enseignement supérieur sont désormais mieux outillés pour assurer pleinement leur mission. Restitution à Conakry des recommandations de la Conférence internationale du travail, un exercice piloté par le syndicat qui vient de séjourner à Genève et à Bruxelles. L'enjeu est de renforcer les dispositifs d'un travail décent et l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Fodé Camara. Ce conclave regroupe les représentants à la base du syndicat national de l'éducation, des représentants venus des préfectures de l'intérieur du pays et des communes du Grand Conakry. Ces syndicalistes se sont retrouvés pour partager les recommandations de la 113e conférence internationale du travail tenue à Genève, sans oublier des sessions à Paris et à Bruxelles avec l'International de l'éducation et le comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Nous avons organisé cet atelier non seulement pour essayer d'informer sur les points qui ont été débattus au niveau de la conférence internationale du travail, d'informer l'opinion nationale et internationale sur la nécessité de la revalorisation de la profession enseignante, parce que c'est l'une des questions qui ont été débattues, comment investir dans l'enseignant. L'objectif de ces travaux est de se rassurer que les recommandations sont comprises pour une mise en œuvre efficace sur le terrain. Cette approche pédagogique a permis aux syndicats de comprendre les nouvelles orientations internationales du travail. Nous avons constaté que son voyage n'a pas été seulement du tourisme, mais vraiment un voyage très fructueux dans le cadre de l'amélioration ici des relations d'amitié et de fraternité entre le SNI et d'autres structures syndicales, tant nationales qu'internationales. Et il a profité de la même occasion pour nouer des partenariats de formation, de coopération et autres avec ces structures syndicales de l'éducation sur le plan international. Les recommandations de la Conférence internationale de Genève devraient contribuer à promouvoir un travail décent par le renforcement du dialogue et de la justice sociale. Parlons foresterie avec cette visite de terrain. Les professionnels de la filière bois en séjour de travail en Guinée forestière et en Haute-Guinée ont visité plusieurs plantations dans ces différentes localités. Certaines de ces plantations sont devenues aujourd'hui des véritables forêts, comme le montre ce constat sur place de Mamadou Alpha Baldé. Kissidougou, Farana, Kouroussa ou encore Dabola, elles sont devenues de véritables forêts. Ce sont des plantations réalisées par les professionnels de la filière bois. Elles ont 10, 5 et 3 ans. En mission de travail dans la zone, les membres du bureau national viennent apprécier le niveau de croissance des plants et l'entretien des sites. À vue d'œil comme ça, je pense que cette forêt est très bien entretenue. Seulement, ce que je vais leur recommander ici, c'est procéder à quelques traitements sylvicoles, notamment l'éclaircie totale. Parce que lorsque nous continuons dans ce sens-là, on va vraiment retrouver dans un futur proche des forêts vraiment dans notre pays. Partout, la collaboration avec les services techniques de l'environnement, les communautés locales et la filière bois permet de surmonter les défis et optimiser la chance de survie des plants pour le bonheur de tous. Et tout ce qui est en train d'être fait, c'est grâce au ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers des appuis techniques et des conseils techniques qu'on nous donne.
C'est ce que nous sommes en train d'appliquer sur le terrain et un peu de sensibilisation et de conscientisation des communautés. Aujourd'hui, c'est chose qui est en train de donner de bons fruits sur le terrain. Assurer le traitement sylvicole des sites et la poursuite de la lutte contre les feux de brousse sont entre autres contraintes soulevées. Ce que je viens de voir ici est un acquis à pérenniser. Dans la mesure où ils ont créé une forêt qui répond aux normes et qui est vraiment bien protégée. Avec ces arbres d'acquis, on ne fera que les encourager. Ce qui nous fatigue, ce sont les feux de brousse. Mais néanmoins, on se bat, on fait les mises en défense chaque année, 10 mètres de chaque côté, dans nos différentes plantations. On a aussi des comités qui veillent tous les jours sur la sécurité des plantations en période de feu surtout. C'est ce qui nous fatigue. Représentés à travers l'ensemble du territoire national, les professionnels de la filière bois comptent poursuivre leurs efforts en faveur de la restauration du couvert végétal, aujourd'hui fortement entamé. La Guinée a célébré la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains, une journée marquée par l'organisation d'une conférence de presse pour présenter le bilan des actions menées les 12 derniers mois ainsi que des perspectives. Compte rendu, Mohamed De Camara. Depuis plus d'une dizaine d'années, le 30 juillet de chaque année, le monde célèbre la dignité des victimes de la traite des personnes. Pour marquer cette date, le Comité national contre la traite des personnes et pratiques assimilées et les partenaires impliqués dans la lutte ont dressé devant la presse nationale le bilan des actions fortes menées les 12 derniers mois dans le pays. Le gouvernement fait de la lutte contre la traite des personnes sa priorité. Et cette priorité, elle s'illustre à travers les engagements politiques. Les engagements politiques très forts à travers le renforcement du cadre juridique. L'élément le plus important dans le cadre de renforcement du cadre juridique, c'est la loi spéciale qui a été adoptée par le CNT en 2023 et qui a été promulguée par M. le Président de la République en 2024. Et ça, c'est un signal fort que nous avons envoyé aux partenaires techniques et financiers. La lutte contre la traite des personnes engage tous les acteurs. Dans cette lutte, partenaires et autres acteurs réitèrent leur engagement à mener des actions visant à réduire cette pratique. Nous comptons accompagner le comité dans un plaidoyer pour la mise en œuvre effective des organes prévus par la loi spéciale et notamment le comité d'orientation stratégique, le secrétariat exécutif et les antennes déconcentrées. C'est la coordination et la gouvernance et il s'agira de soutenir la tenue régulière des réunions de coordination du comité en vue d'un suivi efficace de la mise en œuvre du plan de travail triennal. On aura la sensibilisation et la mobilisation communautaire, puis l'appui logistique et en équipement. La volonté du Comité national de lutte contre la traite des personnes et ses partenaires est d'intensifier dans un bref délai la lutte contre la traite des êtres humains conformément aux recommandations internationales. Et puis des journalistes, des acteurs de la société civile et les directeurs des micro-réalisations viennent de se retrouver à Kindia, une rencontre pour échanger sur les défis du dialogue social et politique en Guinée. 4 journées de réflexion ont permis aux participants de cerner les mécanismes de participation à la vie de leur localité. Reportage Alpha Yassila. 3 grands groupes différents, mais tous ont la même vocation. Les organisations de la société civile, les journalistes et les directeurs des micro-réalisations tablent sur le dialogue politique et social, la conduite du plaidoyer et le contrôle citoyen de l'action publique. C'est dans le cadre du projet Société civile dynamique et performante exécuté par un consortium d'organisations partenaires. Le projet Sociédip intervient à un moment où notre pays traverse une phase de transition politique majeure. Et cette période, bien que complexe, est aussi une opportunité unique de refonder les bases de notre gouvernance sur des principes de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne. Les acteurs de la société civile ont un rôle important à jouer. D'où l'importance de cette rencontre. Lorsqu'on
prétend organiser des élections, on a la charge de former, d'éduquer ou de sensibiliser la population à la base. C'est pourquoi avoir aujourd'hui que cette organisation de la société civile qui prend sa responsabilité de mettre dans le même panier et les hommes de médias, les DMR, ainsi que les organisations non gouvernementales pour vraiment donner des feuilles de route pour la bonne marche de notre histoire. On ne peut que encourager et corroborer avec eux dans le cadre de l'organisation parce qu'il s'agit de Kindia qui abrite cet atelier. Le coup d'envoi est donc donné pour le renforcement des capacités des acteurs de la société civile dans les régions du pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.